Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Max, la radio vraiment différente d'un pareil des autres, différente. Bon, qui est peut-être pas aussi différente que d'habitude. Ceci dit, changement d'ambiance puisqu'on va quand même parler du nom de la rose. On behalf of the Benedictine Order, I am honored to welcome you and your Franciscan brothers. Should we tell him? Je vous ai laissé choisir le sujet dans l'onglet communauté de la chaîne, et volontairement je vous ai proposé soit le nom de la rose, soit La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et ce n'était pas le fruit du hasard, car même si au premier abord ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ces deux films ont à mes yeux un gros point commun. C'est personnel certes, mais jamais, à part quelques exceptions telles que le premier Alien, jamais je n'ai été aussi immergé dans un film que pour ces deux-là. En général, sur Nienko TV, on parle de comédie. Et afin d'analyser si la comédie est bonne ou pas, selon mes critères en tout cas, je jauge la sincérité dans le jeu. Car le rire c'est fragile. Il nécessite d'être juste. Mais pour d'autres genres de films tels que celui-là, ou comme le premier Alien, ou comme pour La Belle et la Bête, je vais insister 2 minutes là-dessus, j'ai beau savoir que ce sont des films, qu'il s'agit de Sigourney Weaver et non de Ripley, que le vaisseau du Nostromo ne vole pas, ne voyage pas, qu'il s'agit de décors en studio, mais malgré tout, je ressens tellement la claustrophobie, l'ambiance, l'horreur, le mystère autour de ce vaisseau alien et de ses œufs dans cette soute géante, que je tombe dans le piège, à chaque fois. C'est un peu comme le Titanic, où on se dit toujours que cette fois-ci, ils éviteront l'iceberg, et que le film finira bien. Pourtant, on sait que c'est du James Cameron, que c'est une réplique du Titanic. Certes impressionnante, presque à taille réelle, pourtant, j'y crois. Dans La Belle et la Bête, je sais que c'est Jean Marais en dessous, mais je suis toujours subjugué par l'arrivée du père de la Belle dans le château. De voir ses bras qui tiennent des chandelles, de l'obscurité qui fascine autant qu'elle fait peur, des mouvements de bras et des mouvements de mains qui, avec le recul, c'est évident, sont des bras de figurants, cachés dans les murs. Mais les mouvements sont tellement précis, nets, mécaniques et souples à la fois, que ça me fascine toujours aujourd'hui et que j'y crois. Je sais que les têtes dans la cheminée sont des visages de figurants, mais rien n'y fait. Je sais que la fumée qui sort de son nez est sans doute une cigarette fumée quelques secondes avant la prise, mais quand je suis devant le film, je suis comme pris par la main, invité à faire ce voyage, et ce, du début à la fin. I don't like this place. Really? I find it most stimulating. This one, I grant you, did not commit suicide. This abbey is enshrouded in a terrifying mystery. Et comme je sens que certains vont dire que mon intro est un petit peu longue, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Ceci dit, entre Alien, Titanic ou Le Nom de la Rose, il y a des points communs. Notamment leurs réalisateurs, Jean-Jacques Hano, James Cameron, Ridley Scott, les trois se connaissent très bien. Et oui, notre petit Frenchie a une carrière hollywoodienne. Souvent ils échangent sur leurs films respectifs. Et ce sont les trois qui me font le plus d'effet. Mais devant Alien, devant La Belle et la Bête, je place, en termes d'immersion et de droit à l'oubli, c'est-à-dire d'occulter complètement que je regarde un film, eh bien je place Le Nom de la Rose en tête de liste. Car j'ai beau savoir que c'est Sean Connery, que je vois certes impeccable dans un rôle, bien que je le connaisse et qu'il soit parfaitement identifiable, ici, pour moi, avant tout, c'est Guillaume de Baskerville. The only evidence I see of the devil is everyone's desire to see it black. Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers and blackened tongues. J'oublie aussi que je connais Christian Slater dans son premier rôle, ou encore Michael Lonsdale, qu'on reconnaît bien, ou bien Ron Perlman, ils sont parfaitement identifiables. Mais le temps de 2 heures, ils sont Azzo, l'abbé ou Salvatore. C'est la base du métier d'acteur quand même, croire en leur personnage, croire en leur sincérité, croire en eux, et ne même pas réfléchir à savoir si c'est des acteurs ou pas. S'ils sont bons, quoi de plus normal qu'occulter complètement qu'on est en train de regarder Sean Connery avec une petite barbe blanche alors qu'avant il jouait James Bond à 7 reprises. Certes, il est méconnaissable dans les costumes, il a vieilli, mais il n'y a pas que ça. Regardez Murray Abraham qui est dans le film. Jusqu'ici, je ne l'avais jamais reconnu, je l'avais pas identifié, parce qu'il avait sa petite barbe, il avait ses petits yeux rouges, et puis c'est un enfoiré. You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey.
And I have already found it. Je ne l'avais pas reconnu. Mais dans Le Nom de la Rose, ça va bien plus loin qu'un simple très bon jeu d'acteur. Ce qui m'émerveille dans Le Nom de la Rose, c'est avant tout l'ambiance. Do you think that this is a place abandoned by God? Have you ever known a place where God would have felt at home? Et une ambiance au cinéma, ce n'est pas simple à résumer. Pourquoi est-ce que ça prend? Pourquoi est-ce que ça ne prend pas? On reviendra sur l'ambiance du film plus loin dans la vidéo, mais l'ambiance musicale est inouïe. L'ambiance visuelle l'est également, avec cet effet de brume, ces brouillards, cet effet de contre-plongée montrant cette abbaye toujours menaçante, ces visages difformes, tellement difformes que j'ai cette sensation qu'on a en fait téléporté nos meilleurs acteurs à cette époque dans laquelle on était heureux en tant que spectateur de ne pas vivre tant c'était horrible, dans une abbaye authentique, avec de vrais moines, comme ce frère Béranger qui m'avait toujours fasciné et inquiété quand j'étais petit, parce que jamais je ne m'étais dit qu'il y avait un comédien derrière, comme l'ensemble de la communauté d'ailleurs. Ils ont sans doute été castés pour des lits de sale gueule. Hein. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. Donc quand je regarde Le Nom de la Rose, je me dis qu'on a très bien habillé quelques acteurs, certes très bons, qu'on leur a fait prendre une DeLorean volante, qu'on y a amené une caméra, pourquoi pas, et qu'on a réellement tourné à cette époque, en furtif, dans cet endroit, avec cette communauté si glauque qu'on a laissée là-bas. Évidemment que non. Mais c'est l'objet de cette intro un petit peu longue, c'est que c'est tellement réussi dans ce film que dès que le générique commence, tu es immergé dedans. Ça me le fait avec Alien, ça me le fait avec Le Nom de la Rose. On oublie qu'on regarde un film. C'est ça le cinéma, le vrai. This abbey is enshrouded in a terrifying mystery. Which was the Greek translator's desk? Parce que oui, contrairement à ce que je croyais, il y a bien des caméras, il y a bien des projecteurs, il y a toute une équipe autour des comédiens lorsqu'ils jouent, il y a beaucoup de décors, et il y a des figurants derrière tous ces moines. Non, si. Dans cette vidéo, on va que très peu parler du livre de base. Hein. On va peut-être voir de temps en temps une différence entre le livre et le film, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Sinon, on en aurait pour 2 heures. On va, comme d'habitude, parler du projet de Le Nom de la Rose vu du réalisateur, ses nombreuses réadaptations pour en arriver à ce résultat, et surtout son tournage et son incroyable préparation, parce que je n'avais jamais vu ça jusqu'ici. À la base de notre histoire, un simple roman. Mais un roman tout sauf simple à lire. Après tout, on dira que j'en suis là. Voilà, tu comprends rien. Pauvre Sophie a couché avec tout le monde, un coup Socrate, un coup des cartes. Tu comprends rien du tout. Paru en 1980 en Italie et écrit par Umberto Eco, le livre est divisé en 7 chapitres et l'histoire se passe en 1327 dans un contexte théologique tendu entre l'Église et la politique, entre l'autorité du pape et celle de l'empereur. Guillaume de Baskerville, accompagné de son fidèle Azzo, arrive dans une abbaye bénédictine, l'un des ordres monastiques les plus anciens de l'Église catholique, et à peine débarqué, Guillaume est sollicité pour enquêter sur la mort suspecte de l'un des moines qui se serait, a priori, suicidé. Tel un Sherlock Holmes médiéval, Guillaume va enquêter durant ces 7 jours, rejoint en cours de film par le terrible inquisiteur dominicain Bernardo Gui, une vieille connaissance, dominicain donc religieux mais pas moine, vivant dans des couvents et non dans des monastères. Bernardo Gui, aux méthodes bien plus radicales pour dénoncer ce qu'il estime être de la sorcellerie, ou bien détecter la présence du diable en chacun, là où Guillaume a une vision plus pragmatique et logique des choses. De son côté, Jean-Jacques Hano, dès son 7e anniversaire, souhaitait être réalisateur. Ayant grandi avec le cinéma français, italien, russe ou même japonais avec ses parents le dimanche, il entrera dans une école de cinéma à 17 ans. Alors qu'il reçoit avec son journal de Mickey un catalogue de caméras, dans son enfance, il comprend tout de suite que c'est cet outil qui permet de filmer des images telles qu'il les voit le dimanche. Il dit alors à sa mère qu'il veut devenir réalisateur. Ils vont alors se renseigner gentiment dans une école de cinéma pour y recevoir des premiers conseils malgré son jeune âge. Puis il y reviendra des années après, passant un concours d'entrée, et il y obtiendra la première place. Il y apprendra la technique et la maîtrise des différentes technologies de réalisation, et sera reconnu dans toute la profession par sa technique. Se faisant la main avec des centaines de courts-métrages publicitaires, il réalisera son premier film en 1976, La Victoire en chantant, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur film étranger. Et alors qu'il visite la Warner, le studio, qui le sollicite pour son projet suivant quel qu'il soit, il rencontre Alfred Hitchcock, présent au studio par hasard, et qui lui donnera ce conseil: ne faites pas comme moi, ne faites pas toujours la même chose au même endroit. Mais tout partait aussi de son enfance, de ses séances de cinéma le dimanche en famille, où à chaque fois il avait le plaisir chaque semaine de voir un spectacle très différent du précédent, qui le transportait à un endroit différent, dans un univers différent, et c'est ce qui va profondément influencer sa carrière de réalisateur de nous offrir le même spectacle. Il développera une passion pour l'Afrique suite à cette première réalisation, ayant selon ses dires un choc émotionnel qui va influencer chacun des films qui suivront.
tels que la guerre du feu, ou encore l'ours, avec une authentification forte aux personnages ou aux animaux qui seront mis en scène. Ce sera aussi le cas pour Deux Frères, par exemple, premier film tourné en digital, ou en numérique comme on dit maintenant, mais c'était le premier en France. La priorité du réalisateur était de toucher les gens, de leur donner de l'émotion et de l'engagement, ce qui ne l'empêche pas de faire aussi de la comédie française aux côtés de Francis Weber. Francis Weber et lui n'étant pas du tout du même univers. On parlera peut-être de Jean-Jacques Hano à une autre vidéo plus tard, j'en sais rien, c'est pas prévu. Mais il était important quand même, au-delà de parler de toute sa filmographie, parce que c'est pas l'objectif non plus, mais de présenter le personnage, parce que ça va avoir une grande importance sur son choix de s'impliquer dans un projet XXL tel que Le Nom de la Rose. Avec Jean-Jacques Hano, dès son premier film, on lui a toujours proposé plein de sujets. C'est normal parce qu'il est oscarisable, il est international, mais il a toujours choisi ses projets lui-même et il les a souvent amenés de lui-même. C'était très personnel, alors qu'il était suscité de toutes parts. Même si ça doit impliquer qu'on doive tourner avec juste un ours, ça a failli lui coûter la vie d'ailleurs, alors que ses producteurs lui ont demandé mais qui allait jouer le rôle de l'ours? Ben un ours. Jean-Jacques Hano, faire un film pour lui c'est presque des vacances, il va en profiter pour voir toujours une nouvelle région du monde, il va en profiter pour aller en territoire inconnu, pour faire un voyage, pour tourner dehors, de ne pas toujours tourner dans les mêmes studios, enfermés avec toujours les mêmes acteurs. C'est pas lui ça. Chaque film devait être différent du précédent. Quitte à changer le sujet même des films, on passe de l'homme à un animal, puis d'un animal à un homme, à nouveau, ou à changer le côté technique, parce qu'il était très technique, de passer d'un film conventionnel à la 3D, adopter pour la première fois le format numérique, c'est le premier à l'avoir fait en France, de passer d'une comédie à un film de guerre, à un film de guerre à un film moyenâgeux. Mais le genre moyenâgeux, pour Jean-Jacques Hano, ce n'est pas qu'une simple passade et l'envie de faire un petit peu différemment, ça remonte à son enfance. Parce que le Moyen-Âge et Jean-Jacques Hano, c'est toute une histoire. Et oui, vous avez bien lu, Le Nom de la Rose aura demandé pas moins de 4 ans de préparation. 4 ans. 4 ans, À la base, il faut savoir que Le Nom de la Rose est une rencontre entre un livre et son lecteur. Passionné de Moyen-Âge depuis son enfance, Jean-Jacques Hano avait une passion pour les églises romanes qu'il prenait systématiquement en photo. Ensuite, j'ai eu une fascination d'enfance, c'était le Moyen-Âge et les abbayes médiévales. Je me souviens être venu ici au musée de Cluny avec ma mère quand j'avais 6 ans, puis je suis retourné, je venais tous les ans. Il apprécie également le latin, le grec qu'il maîtrise, et lorsqu'il a en main la version originale italienne du Nom de la Rose, pas encore traduit en français à l'époque, il réalise que ce livre a été écrit pour lui, qu'il lui a été destiné, bien qu'il ne connaisse pas encore son auteur. Alors là, je veux dire, je suis tombé à la renverse, parce que moi je suis un passionné de grec, et j'étais passionné d'Aristote d'ailleurs. Et alors qu'il préparait le tournage de l'ours, il repousse ce projet de plusieurs années pour faire Le Nom de la Rose, mais qui à la base est un roman complexe de 550 pages, dont la durée de lecture à vitesse moyenne était de 16 heures. Je suis pas un grand lecteur, mais honnêtement j'ai essayé. Et je pense que je suis un peu comme la majorité des gens à l'époque, parce que beaucoup de monde ont acheté ce livre-là. Il a été un best-seller pour ça, mais ça veut pas dire que tout le monde l'avait lu ou lu jusqu'au bout. Personnellement, ça m'avait fait un petit peu cet effet-là. C'est fort, c'est vachement... Bon, c'est pas facile à lire, hein, mais c'est fort. C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo. 16 heures ramenées à 2, cela implique à la fois des coupes drastiques, des choix d'orientation forts, une simplification à l'extrême de l'intrigue, en particulier de l'enquête, mais aussi des éléments à modifier pour les besoins du film, puisque certains effets à l'écrit ne sont pas retranscriptibles à l'écran. Mais l'écran permet également de mettre en scène des choses que l'écriture ne pouvait pas montrer, comme plusieurs points de vue, sur une seule et même scène. C'est pour ça que Le Nom de la Rose, le film, va demander 17 versions différentes de son scénario pour en arriver au résultat que vous connaissez. Et c'est pas lié à l'écrivain qui n'avait laissé qu'une seule consigne, ou plutôt deux. La première, faire ce qu'il voulait. La deuxième, que ce soit un carton. Pas évident quand même, c'était pas la chose la plus facile à demander. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais travaillé sur l'ours, j'avais fait le storyboard de l'ours, le scénario était prêt, j'ai tout arrêté. Parce que là, il y avait une rencontre. Je crois que jamais, depuis, j'ai eu une rencontre pareille avec un texte. Mais Jean-Jacques Hano, quand il fait un film, le tournage en lui-même, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Tout se passe pendant l'écriture, pendant la préparation, pendant le casting, et le tournage n'est finalement qu'une capture de tout ce qu'il avait imaginé depuis 3 ans. C'est pour ça que ça doit aller vite et que c'est pas tellement important au final. 4 ans donc, dont plusieurs mois qui seront dédiés à des repérages européens, afin de trouver l'abbaye,
le personnage central de l'œuvre. Pour cela, il va devoir visiter jusqu'à 300 monastères différents. Mais il n'a jamais eu un seul qui rassemblait suffisamment de critères dans un seul et même endroit. Il s'est même inspiré de 2 endroits pour écrire son film, mais puisque l'endroit n'existe pas, il va falloir le créer. Pour la simple et bonne raison qu'avant même le tournage, le film était déjà prêt visuellement dans sa tête. Et même sur des dessins qu'il avait faits, notamment ce premier plan depuis la porte de l'abbaye qui devait montrer, depuis l'entrée, cette tour imposante. Quand on pénétrait dans le monastère, la première image qu'on avait, c'est qu'en fond, il y avait cette tour octogonale. C'était une idée qui était dans ma tête, que j'avais dessinée très très tôt. Je voulais absolument ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me mets là, j'ai un très joli plan de cette tour qui s'inscrit parfaitement dans l'arrondi de la porte. Une maquette avait même été faite en pâte à modeler par Jean-Jacques Hano lui-même, et aucun endroit n'était suffisamment parfait pour être son abbaye, bien qu'il se soit inspiré de 2 lieux existants, dont l'abbaye Saint-Michel de la Cluse. Et puis pour le côté pratique, c'est quand même plus facile d'inventer un lieu idéal pour ces caméras telles qu'on les imaginait, plutôt que de s'adapter à un lieu en lui-même avec ses contraintes, comme tourner dans un château, qui n'est pas fait pour ça, qui n'est pas conçu pour ça. Et donc, comme vous l'aurez compris, tout ce qu'on voit à l'écran, absolument tout, du petit arbuste qui a été planté pour les besoins du film, à la fausse neige, au bâtiment imposant et massif, tout était faux, du sol au plafond, de A jusqu'à Z, tout n'était que moulage, plâtre, bois et façade. Et ils vont donc réellement mettre le feu à leur propre décor à la fin du tournage, qui a été tourné en une seule soirée, avec 7 caméras pour ne rien rater. Malheureusement, il n'y en a que 2 ou 3 selon les sources qui ont fonctionné. Du coup, il n'a pas pu prendre tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il avait imaginé, mais il va réussir à faire un montage malgré tout. Et toutes ces scènes que nous voyons en extérieur sont tournées à proximité de Rome, certes en hiver, mais le ciel, en Italie, est souvent bleu. Et le réalisateur tenait pourtant à avoir un ciel quasi gris en permanence. Un ciel menaçant. Un ciel gris donc qu'il faudra ainsi feinter, via des fumées artificielles lancées par des machines militaires en permanence. Il reste de tout petits passages où on voit ce ciel bleu qu'il y avait naturellement au-dessus de leur tête. Il en reste je crois un, ou pas beaucoup plus, dont voici un exemple. But I'll wager my faith that tower contains something other than air. Mais parfois il y a, par chance, de vrais plans avec une vraie brume, qu'il n'y avait pas besoin de simuler, comme ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc tout ce qui est décor de l'abbaye en extérieur, ce qu'on voit le plus dans le film, c'était le décor le plus grand jamais construit depuis le tournage de Cléopâtre, en Italie. Ciel gris, ambiance brumeuse, il fallait aussi beaucoup de neige à l'écran, ce qui implique l'usage de neige artificielle, donc en fait une mousse, mais la mousse ça partait assez rapidement par beau temps. Ce qui complique le tournage, car au bout de 2 semaines seulement sur 14, tout le budget dédié à la neige artificielle avait été mangé, alors qu'il fallait pourtant tourner le plan où Sean Connery et Christian Slater enquêtent en marchant, en examinant les traces laissées dans la neige. Et par chance, un matin, au réveil, ils se sont rendus compte qu'il avait neigé durant la nuit, et ils se sont vraiment servis de cette neige-là pour l'une des scènes les plus importantes du film. Au niveau des décors intérieurs, bien que les plans à l'intérieur de l'église ou des scriptoriums sont réellement tournés dans des lieux existants, certes redécoré, un lieu mythique du film, la bibliothèque labyrinthique, va demander une verticalité qui n'existait pas en studio. Ils devront donc créer un studio autour de cet immense décor afin de permettre non pas la vision de l'auteur de ce lieu, mais bien celle de Jean-Jacques Hano lui-même, qui, étant surpris après 150 lectures du roman, de voir une description d'une centaine de pièces sur un seul niveau, une bibliothèque plate, alors qu'une tour ne peut pas abriter autant de centaines de mètres carrés. Il fallait donc explorer la hauteur, et tout ce qu'on voit à l'écran, escaliers, salles, livres sont vrais. Mais pour simplifier, seulement 3 salles avaient été construites. Et pour les différencier à l'écran, elles ont été tournées avec un axe de caméra différent, mais aussi avec des éclairages différents, et surtout des changements dans la disposition des livres. Je reviens sur cette scène où ils ont brûlé le décor qui a vraiment failli mal tourner. Mis à part les caméras qui fonctionnaient pas toutes, il y a eu pire que ça. Déjà la tenue de Sean Connery avait brûlé, juste le bas, on a juste eu le temps d'éteindre les flammes. Les techniciens avaient oublié de construire un toit qui s'écroule au moment où ça brûle. Le toit qui est censé s'écrouler sur le vieux Yorguet. Et il fallait aussi créer au minimum une sortie de secours au cas où ça tournerait mal, parce qu'il fallait que chacun puisse avoir un accès à l'extérieur si jamais le feu était devenu ingérable, ce qu'ils n'avaient pas fait. Comme ils ont dû construire ce toit déconstructible à l'arrache, ils avaient oublié de mettre des fausses poutres. La fausse poutre qui tombe sur la gueule de Yorguet. Bien fait pour lui, mais pas bien fait pour le pauvre acteur qui s'attendait à recevoir une poutre en balsa. Dites-moi, ça fait 3 fois que vous faites tomber votre règle métallique?
Excusez-moi, monsieur. Sauf que c'était une vraie, et qui va avoir la gueule en sang, et qui pourra pas se relever, et que personne ne pourra soulever la poutre, qui est en flammes, et lui tout ce qu'il va se dire c'est est-ce que la prise était bonne? Mais qu'est-ce qui se passe? Voulez-vous parler plus fort? Pour quelqu'un qui était venu juste jouer un second rôle et qui se retrouve avec le rôle du méchant, franchement ça devait être une super expérience malgré tout. Le Nom de la Rose n'a jamais reçu le moindre prix pour ses décors, ni extérieurs, ni intérieurs. Alors pourquoi cette injustice? Parce que toute la profession avait cru, en tout cas pour les extérieurs, que Jean-Jacques Hano avait trouvé une véritable abbaye, qu'il avait juste posé ses caméras dedans. Il avait eu du bol, il a trouvé l'endroit parfait. Mais non. Au final, seul le monastère d'Eberbach sera retenu. L'ancien dortoir des moines est devenu le scriptorium du film, l'hôpital originel servit de cadre à la salle à manger, et les caves deviendront la salle du tribunal. Pour le reste, l'extérieur de l'abbaye, la tour sur son apic, il a fallu tout construire. Ils ont même cru que les plans sur la bibliothèque Limbieratique avec tous ces escaliers qui se croisent étaient une maquette. Alors que non, donc ils allaient quand même pas récompenser une simple maquette, mais ça n'en était pas une. Mais finalement, cette absence de nomination pour les décors ou les maquettes, parce qu'il n'y avait pas de maquette, est-ce que c'était pas la meilleure récompense à remporter, puisque personne n'avait vu que c'était un décor? Tout le monde a cru que tout était vrai alors que tout était faux, et tout le monde a cru que tout était faux alors que tout était vrai. Il n'y avait pas que les décors qui étaient exceptionnels dans le film. Il y avait aussi toute la préparation des objets. 350 ouvrages ont été lus et utilisés pour la reconstitution des pots, des jarres, qui étaient toutes reconstituées telles qu'elles étaient décrites, avec le poids exact. Et tous les livres ont vraiment été reconstitués un par un, via les matières de l'époque, reliés par des professionnels de la reconstitution et de la restauration de livres anciens. À tel point qu'il fallait mettre sous clé les précieux ouvrages. Parce que dès le deuxième jour de tournage, il y a eu de la fauche, parce que ça avait de la valeur. C'était pas des vrais, mais ils avaient été reconstitués tels que ça avait été fait à l'époque par des professionnels. Par exemple, le premier livre sur lequel on s'arrête dans le scriptorium au début de l'enquête, Sean Connery va regarder ce livre-là, sauf que ça a été tourné juste le dernier jour du tournage, parce que ça a été volé le jour où il fallait tourner, et il a fallu tout faire refaire. Ça a été vraiment retourné en catastrophe au dernier moment. Idem pour le livre qu'il regarde dans la bibliothèque à la fin. Ce livre-là, c'était la avant-dernière scène du tournage et il devait offrir ce livre à Umberto Eco. Et une fois la scène tournée, le livre a disparu, mais pas complètement, ils ont juste enlevé les pages intéressantes, ils ont laissé les pages blanches cette fois-ci. Et on ne saura jamais qui a fait le coup. À noter aussi que toutes les scènes à l'extérieur de l'abbaye, que l'on voit en intro ou à la fin, ont été tournées avec des doublures, comme on voyait de loin. Et ça a été fait 6 mois après la fin du tournage. Tout comme ce plan dessiné par Jean-Jacques Hano, avec ses cavaliers qui voient l'abbaye au loin, en début et au milieu de film, c'était un vrai plan, sans aucun rajout numérique. Il est beau ce plan, hein. Sauf qu'il s'agit d'une grosse cabane brute, toute carrée, qui a été construite au loin pour avoir ce plan. De nos jours, on l'aurait simplement rajouté numériquement, ce qui est tout à fait normal. Mais non, il voulait aussi ce plan-là. Et il faut aussi savoir que l'intégralité du casting a dû se redoubler. Le casting dont on va parler dans quelques instants, mais puisque ça a été tourné près de Rome et que ce n'est pas une vraie abbaye, et que ce n'est pas vraiment tourné en 1300... Non, c'est... Juste derrière, il y avait une énorme autoroute qui faisait beaucoup de bruit sur le tournage, et il y avait aussi beaucoup d'avions qui passaient juste au-dessus. Ce qui fait que si on avait laissé le son d'origine, ça aurait ressemblé un peu à ça. You must be very tired after your long journey. No. Oui, ça aurait été assez moyen. Sans compter que comme tout était faux au niveau des murs, que c'était pas de la pierre ni rien, ça résonnait pas comme ça aurait dû résonner. Il y avait soit trop de réverbération, soit pas assez. Donc même s'il n'y avait pas eu les avions et les bruits des voitures ou les klaxons, ça n'aurait pas été satisfaisant. Je vous ai dit que les scènes dans l'église avaient été tournées dans une vraie église, bien que redécorée pour les besoins du scénario. Mais en 1327, on ne montrait pas encore le corps des femmes dans les statues. Et celle-ci avait été créée sur mesure pour le film, et les producteurs imposeront son usage à la caméra étant donné le prix qu'elle a coûté, bien qu'elle soit en fait anachronique, ce qui sera reproché au réalisateur à la sortie du film, alors que sur ce plan, contrairement à ce qu'on peut croire, pour une fois, sur cet unique plan, il n'avait pas la main sur son tournage. Pour les scènes tournées dans les catacombes, elles ont vraiment été tournées dans des catacombes, mais une seule, parce qu'ils n'ont pas eu accès à toutes les catacombes en Italie qu'ils voulaient voir, parce que le film a été jugé blasphématoire par le Vatican qui leur a refusé l'accès. La scène du déjeuner d'accueil, en début de film, où tous les moines sont réunis pour la première fois, a été tournée aussi dans une église plus grande, reconditionnée en réfectoire, mais le gros travail de reconstitution, ici, était de se rapprocher des sources de lumière de l'époque,
tout en construisant aussi la vaisselle, les tables, les chaises, tous les objets qui leur permettaient de manger ou de boire. J'insiste peut-être trop dessus, mais tout a été construit pour ce film. Mais tout, y compris les sandales, les vêtements, peaux de chèvre, vraiment des peaux de chèvre, comme à l'époque. Tout a été fait main, rien n'a été fait par des machines. C'est pour ça qu'on a ces super textures un petit peu effilochées, qui font très réalistes, qui sont hyper crédibles je trouve, mais j'avais jamais remarqué le souci du détail avant de regarder le making-of. Même la lampe à huile que les personnages tiennent dans la chambre ou dans le labyrinthe par exemple, la flamme est certes vraie, mais ce n'est pas la flamme qui éclaire. Il y a aussi un système électrique caché avec une petite lampe, que l'acteur devait cacher en permanence, pour que la lumière puisse éclairer suffisamment les deux visages, et suffisamment de décor, ce que la flamme seule ne pouvait pas faire. Idem pour l'astrolabe utilisé par Sean Connery dans sa chambre, on aurait pu penser que c'était un emprunt, on aurait pu penser que c'était emprunté dans un musée, ou chez un antiquaire, mais non, ils les ont fait construire selon les modèles de l'époque, selon ce qu'ils ont lu, tout a été fait à la main, c'est tellement hallucinant de travail, je trouve ça incroyable. Mais tous ces décors qui ont été construits, ces 17 versions d'un même scénario, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas d'acteur à mettre en scène, ça sert pas à grand chose. Voyons voir le casting, très particulier. L'ensemble du casting du Nom de la Rose aura duré 1 an et demi, car il s'est déroulé à travers toute l'Europe. Allemand, italien, français, coproduction oblige, il y avait une consigne claire pour Jean-Jacques Hano, pas ou peu d'usage de maquillage ou de perruques sur le tournage. Il faut trouver des acteurs reconnaissables au premier coup d'œil, car ils sont tous habillés pareil, et la différence doit se faire intégralement sur leur visage. Acteurs pas maquillés donc, et si possible pas connus. C'est le meilleur moyen de penser que les personnages existent quelque part, parce que si tu vois leur visage une seule fois dans un seul film, tu les laisses à ce film-là. Ça aide beaucoup à l'immersion. Même si quand un acteur est très bon, j'insiste là-dessus, comme Sean Connery, t'as du mal à te dire que Sean Connery était James Bond, ou que Sean Connery sera le roi d'Angleterre dans Robin des Bois Prince des voleurs, ou qu'il sera le père magnifique d'Indiana Jones dans le 3e film. Pourtant, c'est la même personne. C'est ça les grands acteurs. Même si Murray Abrahams, dans Le Nom de la Rose, je ne l'avais jamais reconnu jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je l'ai vu souvent, Le Nom de la Rose, mais jamais je ne l'ai reconnu parce qu'il est plus maigre, il a les yeux rouges, il a sa barbe, il y a le fait qu'il est chauve. Fatality. Par exemple, le rôle de Jorge, on en a parlé, devait être joué par un acteur européen connu. Et par peur que le public ne devine l'importance de ce rôle dans le film, Jean-Jacques Hano privilégiera un acteur assez peu connu. Et ma jeunesse vole en éclats. Et non, il n'était pas aveugle, et oui, c'était des lentilles blanches qu'il avait, le pauvre. Après, il faut aussi dire que l'acteur qui était prévu au départ, John Huston, était un vieux monsieur, évidemment, et qu'il avait beaucoup de problèmes respiratoires, donc il avait toujours sa bouteille d'oxygène à côté. Et il n'aurait pas supporté la chaleur. Donc forcément, il fallait s'adapter, parce que la bouteille d'oxygène à l'écran, ça aurait été, encore une fois, très légèrement anachronique. À noter aussi, je crois que je l'ai dit un petit peu avant, mais que celui qui a eu le rôle au final n'était qu'un simple figurant sur le tournage. Il a eu le rôle du méchant alors qu'il ne devait même pas avoir de dialogue. C'est juste qu'il collait au rôle à cause de son âge. Pour le rôle important de Salvatore le Bossu, ça n'était pas Ron Perlman qui avait été envisagé. Bien qu'ayant déjà joué avec Jean-Jacques Hano sur La Guerre du Feu, il ne pouvait pas le prendre car il y avait un quote-part de nationalité à respecter dans le film, sachant que le tout jeune Christian Slater, 15 ans, qui jouait là son tout premier rôle, était américain, tout comme Murray Abrahams qui l'était à moitié, et Ron Perlman est également américain. Mais l'acteur prévu à la place souhaitait avoir une perruque plutôt que d'avoir le crâne aux 3/4 dégarni et rasé. Il ne jouera donc pas dans le film, et Jean-Jacques Hano appelle son ami Ron Perlman en catastrophe 2 jours avant le début du tournage. Ce dernier arrivant 24 heures après, et acceptant à la fois de se raser le crâne, ses cheveux mettront d'ailleurs 6 mois à repousser, tout en portant un faux nez ainsi qu'un dentier. Pour un style de personnage qui va malheureusement le suivre, même s'il a fait une belle carrière, ça va le suivre très très longtemps, cette histoire de personnage un petit peu... notamment dans Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet. Michel Lonsdal sera également dans le film de par sa faculté à jouer tant en français qu'en anglais. Mais surtout, il était réellement très à pied dans la vie, ainsi que ses parents, suite à son éducation. Ça collait tellement avec le personnage, tous ses regards, sa voix toute calme, jamais un mot plus haut que l'autre. Au passage, ils se sont merveilleusement entendus avec Sean Connery, alors que Murray Abrahams, avec Sean Connery, ça passait pas du tout. Parce que Murray Abrahams, selon les dires de Jean-Jacques Hano, il était assez ingérable sur le tournage, assez imbuvable même. Mais ça va avec le personnage. Le personnage qui m'a toujours le plus inquiété dans le film, comme je l'ai dit au début, était Frère Béranger. Ce moine corpulent, tout pâle et sans aucun dialogue.
Et devinez quoi? Frère Béranger n'est pas vraiment Frère Béranger. Derrière le maquillage blafard, derrière les sourcils rasés, le crâne rasé, il y a un acteur. Ah, quelle déception, c'est mon enfance qui part en ruine. En effet, c'était l'un des rares acteurs maquillés dans le film. Un maquillage blanc. Son crâne avait été aussi rasé, ainsi que ses sourcils, pour le rendre plus menaçant. L'acteur s'était aussi fait pousser les ongles et surtout avait pris beaucoup de poids pour ce rôle. Sûrement le rôle de sa vie, mais quel rôle! Ce mec m'a terrorisé toute ma jeunesse. Et il l'a joué à fond jusqu'au bout, parce que même sur la table de l'autopsie, c'est vraiment lui, c'est pas un mannequin. Ils l'ont vraiment mis là à poil, le pauvre, avec sa langue toute noire, là, sa bouche qu'on lui... En tout cas, respect, parce que ce mec me fout la frousse. Concernant le rôle principal, au départ, Jean-Jacques Hano souhaitait un visage inconnu. Mais les producteurs, ou plutôt les coproducteurs européens, puisque les producteurs américains ont refusé de produire un film sur cette époque, qu'ils ne comprenaient pas, avaient exigé un grand nom. Et des grands noms, il y en a eu, tels que Michael Caine par exemple, et bien d'autres. Mais lorsque Sean Connery prend possession du scénario puis du roman, il insiste pour jouer personnellement dedans, voyant une opportunité de s'affranchir pour de bon du rôle de James Bond qu'il avait fait l'erreur de reprendre en 83 dans Jamais plus jamais. Alors, ça n'a pas été simple non plus d'établir le bon casting, parce que Hollywood ne voulait absolument pas de Sean Connery, qui, à l'époque du tournage du Nom de la Rose, était considéré comme has-been, quoi. Il n'avait pas encore été récupéré par Spielberg sur Indiana Jones. Donc, on ne voulait pas de Sean Connery. Pas du tout. C'est absolument... Mais moi-même, je ne voulais pas. Sauf que quand j'ai vu Sean arriver, je me suis mis à pousser la porte. Oh! Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau! Et quel charisme ce mec dégage! Et il me dit, il avait le scénario sous le bras, il tire la chaise en face de moi, et il me dit, listen, boy. Boy, c'est moi. Ouais. Écoute, mon petit. Il ouvre le scénario et il commence à le lire. Moi, ça faisait mon 17e scénario. Je m'étais répété toutes les lignes et je les entendais dans ma tête. Et il les dit comme vous les entendiez, vous les rêviez. J'ai eu la chair de poule. J'ai couru au rez-de-chaussée voir mon producteur. Je lui ai dit, ça y est, on l'a. Sauf que, quelques jours après, mon agent m'appelle. Il me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je dis, commence par la mauvaise. Il me dit, je peux plus être ton agent. Et il me dit, la raison, c'est que je deviens président de chez Columbia. Là où tu as ton film. C'était eux qui étaient intéressés. Je file avec mon producteur allemand à Los Angeles. Oui. Et cet ami, qui était en plus un excellent francophone, me dit, alors, vous avez pris qui pour le rôle principal? Je lui dis Sean Connery. Il devient... Violet, vert. Ah oui. Et pour que mon ami n'entende pas, il me dit, attends, tu es complètement fou. Tu vas bousiller ta carrière, c'est un vieux ringard. Je t'interdis de le faire. Je lui dis, tu m'interdis, on a signé. Il me dit, alors écoute, si c'est vrai, alors il se met à parler anglais. Il dit, est-ce que c'est vrai que vous avez signé Sean Connery? Oui, dit mon producteur. Il rentre dans son bureau, il sort le contrat, il le déchire. Et on a été pendant... Il faut avoir le cœur franchement bien accroché pour faire votre métier. Pendant 16 mois, on a démarré le film. Alors bravo, mon producteur allemand, Bernd Eichinger, le producteur de légende allemand. Ce type, n'ayant pas de financement, sans rien me dire, a vendu tous ses biens, y compris ses maisons personnelles. Non. Ouais. Et Umberto Eco était très en colère qu'on choisisse au final Sean Connery. Parce que personne ne l'attendait dans ce registre-là, faut le reconnaître. Mais encore moins Umberto Eco. Mais il reconnaîtra son erreur plus tard, puisque Sean Connery obtiendra un prix pour son interprétation en 1988 pour le rôle de Guillaume de Baskerville. La collaboration entre Sean Connery et Jean-Jacques Hano sera parfaitement complémentaire malgré une première journée compliquée, où Sean Connery portait des sockets bleus, ce que le réalisateur n'avait pas vu de suite, alors qu'il devait être pieds nus dans ses sandales. Quand Sean Connery veut pas mettre ses chaussettes, veut mettre des chaussettes... Je trouve ça charmant. Enfin, vous pouvez pas le laisser faire, donc vous allez lui faire de la peine en lui disant... Donc je suis amené à lui dire un peu fermement, c'est le projet de tournage, de lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il ait des chaussettes bleues surtout. Vous avez choisi bleu en plus? C'était bleu, tricoté bleu, oui. Donc vous l'avez convaincu de ne pas les mettre. Il y a eu un petit conflit entre vous. Alors, si vous voulez, c'était un conflit très doux. C'est-à-dire que je vais le voir, je me souviens, j'étais tout en haut de mon décor, de ma tour, je descends sur les échafaudages, je vais le voir, je lui dis, Sean, qu'est-ce que c'est que ces sockets que tu as là? Il me dit, those are my socks. Alors je dis, oui, mais enfin, c'est pas des chaussures, ça ne fait pas partie du costume. Il dit, si, c'est ta costumière qui me les a tricotées. Bon, elle était un peu amoureuse de lui, je comprends qu'elle lui tricote des chaussettes. Mais je lui dis, tu ne peux pas. Les franciscains sont des gens qui veulent vivre comme la population, c'est-à-dire pieds nus, même quand il y a de la neige.
Il me dit, oui, mais moi j'ai froid aux pieds. Je dis, oui, mais tu joues le rôle d'un franciscain, tu ne peux pas faire ça. Ça s'est fini comment? Alors, je lui dis, écoute, on va faire un truc. Quand je vois tes pieds, tu ne peux pas avoir les soquettes, mais quand je vois pas tes pieds, on va tirer ta robe plus long, et tu pourras avoir les soquettes. Et là, mais dans la scène que nous faisons, il faut absolument que je voie tes sandales, qui sont des sandales un peu dures, de peau de chèvre non tannée. Et il me dit, mais répète-moi pourquoi ils veulent pas de chaussettes, ces cons de moines. Alors je lui dis, ces moines sont les défenseurs d'un ordre nouveau. Il y a les bénédictins qui sont gras, qui bouffent trop, qui boivent du pinard. Toi, c'est d'un ordre qui veut revenir à la doctrine du Christ. C'est-à-dire qu'il faut être comme les pauvres, aider les pauvres à sortir de leur pauvreté, donc être à leur niveau. Donc vous l'avez converti, enfin vous l'avez convaincu. Je me souviens, il soulève sa coule, il enlève ses chaussettes et il me dit « I hate those fucking monks ». Car Sean Connery avait cette réputation d'être un acteur capricieux à ne pas contrarier, et c'était vrai pour une simple raison, il aimait répéter, en prenant connaissance de la moindre attente de son réalisateur, afin de livrer sa meilleure performance possible, en une prise, 2 ou 3, mais maximum. De ce fait, il ne tournait jamais que lorsque tout était vraiment prêt. Il ne supportait pas la moindre erreur technique, le moindre bruit qui n'était pas prévu dans la scène. Ça devait être tourné en 1, 2 ou 3 scènes maximum. Sinon après, il était plus dedans. Mais ça collait très bien par chance avec Jean-Jacques Hano, parce que lui, comme il avait tout préparé depuis 3 ans, et que le tournage ne devait durer que 14 semaines, c'était pas grand-chose, il fallait que tout aille vite et que tout soit efficace. Donc ça s'est super bien passé entre les deux. Et le budget était limité, 16 millions de dollars. Mais quelques scènes devront, malheureusement pour Sean Connery, nécessiter au moins une vingtaine de prises, ce qui ne va pas du tout lui plaire. 14 semaines de tournage, c'est pas énorme pour un film de ce genre-là. Franchement, respect. Mais quelques scènes devront, malheureusement pour Sean Connery, nécessiter au moins une vingtaine de prises, ce qui ne va pas du tout lui plaire. Comme la scène du jus de citron qui se dévoile sur un parchemin à la lumière d'une flamme, mais en fonction de la quantité trop prononcée ou pas assez bien dosée du citron, le plan ne rendait pas suffisamment bien. Son duo avec le tout jeune Christian Slater ne sera pas non plus évident à gérer. Christian Slater étant réellement un novice fan de Sean Connery, Jean-Jacques Hano s'était beaucoup servi de ce qu'ils étaient dans la vie pour les personnages, Hadzo étant réellement admiratif de son maître. Mais Christian Slater avait comme consigne secrète de se déplacer toujours plus vite que son partenaire lors des plans où il marchait ou il courait côte à côte. Et Sean Connery n'arrivait pas toujours à suivre le rythme, ce qui pouvait l'énerver. C'est notamment le cas lorsque les deux personnages doivent courir, ou on va dire trottiner pour être gentil. Sean Connery avait un certain âge et Christian Slater était en forme, du coup ils n'étaient pas sur le même rythme, alors qu'ils devaient rester à peu près à côté sur la caméra. Ça énervait beaucoup Sean Connery, mais c'était une consigne voulue. Pour le bien du duo d'acteurs et pour leurs personnages, parce que leurs personnages n'ont pas le même âge et les acteurs en ont joué. Très très bon duo ceci dit, qu'on reverra à une reprise très indirectement à la fin de Romain des Moines Presse des voleurs. Autant il y avait certaines scènes compliquées à tourner qui ont demandé une vingtaine de prises, autant une scène clé du film, la plus marquante pour les plus jeunes, devait être tournée en one shot. En one shot. Je pensais pas si bien dire. Parce qu'il s'agit pour beaucoup de monde, et moi compris, de la première scène torride que j'ai jamais vue dans un film. Et où c'était autorisé, parce que c'était un film familial. Du coup arrive cette scène où tu te dis, j'ai le droit. C'était à la fois le premier film d'horreur et le premier film érotique que j'avais vu, Nom de la Rose. Certains décors n'étant pas prêts à temps, le calendrier du tournage avait souvent été changé au dernier moment. Par exemple, en cas d'intempérie, on tournait dans la chambre d'Hadzo et de Guillaume, les scènes où ils discutent entre eux. Et la scène torride du film, a quant à elle été tournée le deuxième jour du tournage. Alors que les comédiens ne se connaissaient pas, que les comédiens ne connaissaient pas non plus l'équipe technique. 2 jours, c'est un petit peu juste pour tout enlever. Tourné avec 3 caméras, la scène sera filmée en 2 parties, avant et après le déjeuner. Les plans rapprochés le matin et les plans au niveau des visages après l'acte l'après-midi. Toute une journée, mais en équipe réduite sur demande de l'actrice, sachant qu'elle et son jeune partenaire étaient vierges tous les deux. Voici tout ce que je pouvais dire sur le tournage. Le succès du film, on le connaît, quoique, aux États-Unis c'était pas du tout gagné, les critiques ont été assassines, le public n'y est pas allé, parce qu'aux États-Unis on l'a vu pour les visiteurs, mais les Américains ne comprennent pas cette époque, ne comprennent pas les gens sales, les dents noircies, ça n'est pas leur monde. Heureusement ils se sont rattrapés depuis, grâce aux sorties DVD, Blu-ray, 4K, streaming, mais à l'époque c'était complètement tabou ça. 5 millions d'entrées en France, 67 millions de dollars de recettes mondiales,
Normalement, avec un succès qu'il aurait mérité aux États-Unis, on aurait eu le droit aux 100 millions ou plus. Mais Le Nom de la Rose n'est pas qu'un film ni qu'un livre. Le jeu a eu le droit à un jeu vidéo, à un jeu de société. On a eu aussi une série télé récemment. Le Nom de la Rose est devenu depuis quasiment une mini-industrie à elle toute seule. Maintenant, quel intérêt de donner mon avis plus que jamais sur ce film ? Je pense que c'est inutile, le film parle pour lui. Après la musique de James Horner, parce que notre petit Frenchie a bossé avec de grands compositeurs, la musique, comme souvent dans les très grands films, la musique fait la moitié du boulot. D'ailleurs, James Horner, avant de s'éteindre, fera 5 compositions pour Jean-Jacques Hano. Donc ils étaient très amis dans la vie. Mais ce que je trouve incroyable dans Le Nom de la Rose, je ne vais pas être très original là-dessus, mais c'est bel et bien son ambiance. J'ai tout dit dans l'intro, ses visages déformés, cette époque froide et dure qu'on est content de regarder confortablement depuis son canapé. Le film est beau, aucune nuit américaine, tout a été tourné de nuit, avec des projecteurs sur le toit du grand bâtiment principal pour qu'on puisse tout de même voir ce qui se passe. Mais tous ces décors ont été faits à la main, avec des murs en biais, pas d'angle droit, pas de mur lisse. Le souci du détail en permanence, sur chaque plan. Tous ces objets réels, tous construits au millimètre près, c'était ultra respectable. C'est pas pour rien que je me fais avoir à chaque fois et regarder le making-of comme je l'ai fait pour la première fois depuis que je connais ce film. C'était un crève-cœur de voir ces acteurs habillés tels qu'ils sont dans leur personnage, mais parler à la caméra, ça m'a complètement tout démystifié. Mais je me suis remis le film après, et dès que le générique commence, je suis dedans. Et on doit aussi ça à la réalisation très sobre, avec assez peu de mouvements type travelling, avec juste des zooms avant et des zooms arrière, mais sinon on n'a que des plans fixes, autant de près que de loin, ce qui aide à l'immersion étant donné qu'à l'époque, une liberté de caméra peut faire trop moderne à l'écran. Là où les plans fixes installaient l'ambiance et une immersion garantie. Ça nous ouvre une fenêtre de contemplation dans laquelle on se plonge complètement. Ce qui n'empêche pas de super effets, comme les statues de crâne qui ont l'air de bouger à cause de la lumière des lampes à l'huile, et elles bougent dans l'esprit d'Ezzo, mais elles bougeaient réellement à l'écran car elles étaient faites en caoutchouc et étaient donc réellement animées. Pour ceux qui se demandent quelles sont les différences entre le livre et le film, alors c'est impossible à lister tant les deux sont différents, tant le livre est construit différemment, c'est beaucoup plus long, mais c'est avant tout un énorme apport de tout ce qu'on peut faire au cinéma par rapport à ce qu'on peut écrire. Les deux ont un pouvoir très différent sur l'imaginaire. Le livre aborde un point de vue, celui d'Ezzo, du coup on est toujours avec eux. Le film permet d'avoir parfois le point de vue direct de quelqu'un d'autre, qui est présent dans la pièce et qui ne voit pas forcément, mais que nous on voit. C'est une autre immersion, c'est différent. Hey! Who's there? Comme la scène vue du dessus où on leur balance une pierre avec cette caméra menaçante, ou celui qui prend un marteau dans le scriptorium, alors qu'il ne le voit pas. En livre, tu ne peux pas montrer ce point de vue en parallèle, en simultané, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Mais la différence la plus notable dans ce que j'ai trouvé, c'est surtout vers la fin du film. Autant dans le film, Jean-Jacques Hano aime bien, dès le début, capter son spectateur et aussi lui donner une fin épique. Même avec un sujet qui ne l'est pas forcément. C'est pour ça que dans le film, contrairement au livre, le personnage de Sean Connery est invité à être un juge aux côtés de l'Inquisition, alors qu'il ne le souhaite pas. Il est accusé du meurtre quand il y a un nouveau meurtre après le jugement, et il est obligé d'aller se cacher dans les bibliothèques pour prouver son innocence. Tout ça, c'est pas dans le livre. Dans le livre, il y a beaucoup plus de temps pour arriver aux choses, c'est un peu plus subtil, c'est moins direct, mais c'est pas le même format. Dans un livre, on a le temps. Voilà, quoi dire d'autre ? Ça se passe le commentaire du Nom de la Rose. Ceux qui ne l'ont pas vu, mais courez-y, foncez-y. Mettez-vous dedans, ça va pas être dur, ça vous prendra une seconde. J'irai pas plus loin entre l'analyse comparative entre le roman et le film, parce que ça ne sert à rien, c'est pas vraiment le but. Je ne ferai pas non plus écho à ceux qui disent que c'est un film anti-catholique. Encore une fois, c'est pas l'objet de la chaîne qui n'est pas une chaîne historique, même si faire une chaîne sur l'histoire, c'est pas moi qui le ferai, mais c'est une bonne idée, je sais pas si ça existe. En tout cas, voilà un concept que j'aimerais bien regarder, une espèce de leçon d'histoire pour les nuls comme moi. Ceux en commentaire qui sont intéressés, lancez-vous, ça peut être porteur. En tout cas, ce que je voulais vous donner, c'était les anecdotes du tournage et la fabrication du film comme je fais depuis 4 ans maintenant. J'espère que ce côté-là a été réussi et que ça vous a plu. J'espère que je vous aurai appris des choses en dépit du fait que d'autres avaient déjà fait ce sujet-là. J'ai vu que d'autres l'avaient fait, mais je n'ai pas regardé parce que je ne veux pas être influencé par le travail des autres. J'avais envie de faire ça à ma manière. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube, parce que YouTube ne le sait pas si vous ne lui dites pas, en mettant un like. Pour les plus généreux d'entre vous, en mettant un commentaire. Si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez toujours dire un truc comme ça. C'était donc le 7e concerto inachevé en si bémol majeur. Et quand vous aurez fait tout ça, ce sera pas mal, je vous ferai un petit bisou. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et comme je le dis à chaque fois, d'ici là, prenez soin de vous.
Ciao.